le Canada découvre que dans cette guerre commerciale, Trump ne négocie pas seulement des tarifs, il teste jusqu'où un voisin dépendant peut plier sans rompre. Voilà depuis combien de temps le Canada et les États-Unis sont enfermés dans une impasse de négociations au ralenti. Et selon les informations venues de Washington et d'Ottawa cette semaine, aucun des deux camps n'a même atteint le fond d'un véritable accord. Nous en sommes encore à nous demander s'il faut commencer la conversation. Prenez une seconde pour y penser. Je veux revenir sur ce qui se passe réellement ici, parce que les manchettes ne le montrent pas. Ce que décrivent les gens à l'intérieur du processus, des deux côtés de la frontière, ce n'est pas une négociation bloquée, c'est un lent divorce entre deux pays dont les économies sont tellement reliées qu'on distingue à peine où l'une se termine et où l'autre commence. Et si vous vivez au Canada, cela vous touche directement. Votre taux hypothécaire, le prix de votre prochaine voiture, le coût de construction de tout ce qui utilise de l'acier ou de l'aluminium, la sécurité d'emploi de toutes les personnes que vous connaissez dans le secteur manufacturier, tout passe par cette seule relation. Alors, quand des informations indiquent que les discussions ne mènent nulle part, ce n'est pas une histoire de politique étrangère, c'est une histoire qui touche les ménages, la situation telle qu'elle se dégage des derniers reportages. Et la suivante, Trump a maintenant ce qu'une source de haut rang a décrit comme une liste changeante de griffes contre le Canada. Il y a une publicité financée par l'Ontario, diffusée pendant la Série mondiale, l'automne dernier, dans laquelle Ronald Reagan critiquait les tarifs douaniers. Trump a mis fin aux discussions à cause de cela en octobre, et Carney a présenté des excuses publiques. Il y a l'accord de Carney sur les véhicules électriques avec la Chine, signé en janvier, qui réduit les tarifs canadiens sur les véhicules électriques chinois de 100% à environ 6%, 1% sur les 49 000 premiers véhicules. Il y a son discours de Davos, dans lequel il a défendu la mondialisation à un moment où la Maison-Blanche pousse exactement dans la direction opposée. Il y a Ottawa qui augmente discrètement les coûts pour les grands constructeurs automobiles nord-américains. Et puis, il y a à peine 2 semaines, il y a eu la rencontre à Toronto entre Carney et l'ancien président Barack Obama au Gala Canada 2020, qui, à tort ou à raison, a touché une corde sensible dans la coalition politique de Trump. Apparemment, dans ce style de diplomatie, même une citation de Reagan peut devenir une urgence internationale si elle tombe trop près de la vérité. Le résultat, selon des personnes au fait des discussions, c'est que l'équipe de Trump exige maintenant ce qu'on appelle des frais d'entrée, des concessions que Carney doit accepter avant même que les négociations officielles puissent commencer. Et s'il restait un doute sur le ton, le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick, a déclaré publiquement lors d'un événement sémaphore en avril que les négociateurs commerciaux canadiens sont nuls. Il s'est ensuite moqué du voyage de Carney en Chine en disant que Carney a un problème avec les États-Unis, monte dans un avion et se rend à Pékin avant de demander « est-ce que c'est fou ?» Voilà où nous en sommes. Voilà la température dans la pièce en ce moment. La version conférence de presse de la politique commerciale semble assez simple. Insulter d'abord, calculer ensuite, puis appeler ça du levier. Ce dont presque personne ne parle vraiment, c'est que pour comprendre pourquoi cela se produit et pourquoi cela risque d'empirer avant de s'améliorer, il faut regarder la structure de fond. Depuis des décennies, la forme de base de l'économie canadienne repose sur un seul marché d'exportation. Les chiffres de Statistique Canada montrent qu'environ 75 à 80% de toutes les exportations canadiennes de marchandises vont vers le sud de la frontière. Selon l'année et le secteur, le commerce avec les États-Unis représente près des 2/3 de toute l'économie canadienne quand on compte l'ensemble. Ce n'est pas un partenariat au sens traditionnel, c'est une gravité économique. Et quand un partenaire commercial contrôle une telle part de votre production, chaque tarif douanier, chaque tension diplomatique,
Chaque conférence de presse à la Maison-Blanche se traduit directement dans le prix du pain. Le coût d'un camion et la taille du chèque de paie de centaines de milliers de travailleurs. Ainsi, lorsque Carney est arrivé au pouvoir, il y a 1 an, il n'a pas hérité d'un dossier commercial normal, il a hérité d'une dépendance structurelle qu'aucune diplomatie habile ne peut corriger du jour au lendemain, et c'est l'angle nécessaire pour comprendre tout ce qui s'est passé depuis. Les chiffres d'affaires mondiales Canada commencent à raconter une histoire discrète, mais très claire. La croissance des exportations vers les marchés non américains depuis le début de l'année était en hausse de 3% au cours des 3 premiers trimestres de 2025. Le commerce bilatéral de biens et de services entre l'Union européenne et le Canada a atteint environ 130 milliards d'euros l'an dernier. L'objectif déclaré de Carney est d'augmenter les exportations canadiennes vers la Chine de 50% d'ici 2030. Aucun de ces chiffres ne remplace le marché américain, mais il déplace lentement, discrètement, le plancher sous la négociation, sans faire la une. Puis est arrivée la publicité Reagan. C'est le moment précis qui a tout changé. L'impasse est passée d'une négociation commerciale normale à quelque chose de complètement différent. En octobre de l'an dernier, le gouvernement ontarien du Premier ministre Doug Ford a payé pour une publicité d'1 minute diffusée pendant la Série mondiale. La publicité utilisait des extraits d'une allocution radio de Ronald Reagan datant de 1987, dans laquelle il avertissait que les tarifs douaniers nuisent à chaque travailleur et à chaque consommateur américain et qu'ils entraînent des représailles et des guerres commerciales. La réaction de Trump a été immédiate sur Truth Social. Il a qualifié la publicité de frauduleuse, a accusé le Canada de tricherie et a mis fin à toutes les discussions commerciales. La Ronald Reagan Presidential Foundation a aussi réagi, affirmant que la publicité utilisait des extraits audio et vidéo de manière sélective. Il faut un sens très particulier du théâtre politique pour transformer Ronald Reagan en témoin hostile contre son propre scénario tarifaire. En quelques jours, Carney a présenté ses excuses. L'Ontario a retiré la publicité. Les discussions devaient reprendre. Elles n'ont pas repris, ou du moins pas, de manière significative. C'est la partie qui me surprend, parce que si l'on regarde les déclarations publiques, les 2 camps disent depuis des mois qu'ils sont prêts à négocier, et pourtant, selon l'ancienne négociatrice commerciale américaine Wendy Cutler, qui l'a dit officiellement en temps normal, les 2 camps seraient déjà en négociation avec un contact continu entre les équipes. Un contact continu, c'est à cela que ressemblent des négociations commerciales lorsqu'elles ont réellement lieu. Ce qui existe à la place, ce sont des contacts intermittents et beaucoup de postures publiques. C'est ici que la stratégie de Carney devient intéressante. Je veux être prudent, car ce n'est pas un jugement, c'est simplement ce que donnent les gestes observés dans l'ordre. Quand la publicité Reagan a explosé, Carney n'a pas escaladé, il s'est excusé. Quand Lutnick a lancé son commentaire selon lequel les négociateurs canadiens étaient nuls, en avril, la réaction canadienne a été mesurée, une déclaration polie, pas de rhétorique de représailles, pas de rupture diplomatique. Quand Trump a mis fin aux discussions l'automne dernier, le premier geste de Carney n'a pas été une conférence de presse pour attaquer Trump. Il a pris l'avion vers l'Asie pour diversifier les liens commerciaux et rencontrer de nouveaux partenaires. Que l'on soit d'accord ou non avec sa politique, il y a ici un schéma clair. Carney ne s'engage pas dans le cycle médiatique quotidien selon les termes de Trump. Il ne se laisse pas entraîner dans le genre de combat public qui alimente les segments télévisés et les guerres de tweets. Il utilise ce temps pour faire tout autre chose. Il redessine lentement l'image structurelle en arrière-plan. Pendant que les manchettes se concentrent sur la prochaine indignation, le camp Trump préfère peu être une diplomatie avec machine à fumer et canon à manchette. Carney agit comme si le vrai champ de bataille était le tableur que personne ne veut lire. L'autre côté est aussi important.
la vision de Washington, surtout à l'intérieur de l'équipe économique de Trump. Et que le Canada ralentit volontairement les discussions. L'ancien chef canadien du commerce, Steve Verrill, a publiquement laissé entendre que le temps jouait en faveur du Canada. La pression politique à l'intérieur des États-Unis ne ferait qu'augmenter, nuisant à Trump et forçant de meilleures conditions. Du point de vue de la Maison-Blanche, ce n'est pas une stratégie, c'est de l'obstruction. Et une citation ressort des récents reportages du National Post. Une source de haut rang liée à un sommet à Washington a déclaré que certains républicains ne croient même pas que le Canada est sérieux dans sa volonté d'arriver à un accord. C'est un véritable écart de perception, et les écarts de perception dans les négociations commerciales ne se corrigent pas tout seuls, mais c'est ici que la logique commence à se fissurer du côté américain. Si l'on regarde réellement les données sur les tarifs douaniers, les chiffres font quelque chose que le message de Trump ne reconnaît pas. Les tarifs douaniers ne sont pas payés par le pays exportateur, ils sont payés par les importateurs nationaux, ce qui, dans ce cas, signifie qu'ils sont payés par les entreprises américaines qui achètent de l'acier, de l'aluminium, des automobiles et du bois d'œuvre canadien. Ces coûts sont ensuite directement refilés aux consommateurs américains quand les États-Unis imposent un tarif de 50% au titre de la section 232 sur l'acier canadien. Cela ne signifie pas que le Canada absorbe une perte de 50% sur l'acier. Cela signifie que les constructeurs automobiles américains, les entrepreneurs en construction américains et les fabricants américains d'électroménagers paient 50% de plus pour des intrants qu'ils ne peuvent pas remplacer facilement. Le slogan dit que quelqu'un d'autre paye. La facture, elle, a malheureusement tendance à revenir à la maison. La Banque du Canada a ses propres modèles à ce sujet. Dans ses prévisions d'octobre, elle a établi le taux tarifaire moyen effectif des États-Unis sur les biens canadiens à 5. 2%, c'est une hausse par rapport à un niveau proche de zéro au début de 2025. Mais le coût de ces tarifs apparaît dans les enquêtes manufacturières américaines, dans les données d'inflation américaines, dans les prix de la construction aux États-Unis. Alors la question que soulèvent les données, sans en faire un argument politique et en regardant seulement ce que montrent les chiffres, est de savoir si la stratégie tarifaire nuit davantage à notre économie qu'au pays qui l'a imposée. Le calcul est réellement plus serré que ce que les manchettes laissent entendre. Et dans certains secteurs, comme les pièces automobiles et la construction fortement dépendante de l'acier, le fardeau des coûts aux États-Unis est maintenant mesurable et plus lourd que celui du Canada. C'est la partie qui transforme cette histoire d'un simple sujet d'actualité en point de bascule, parce que plus cette impasse dure, plus les deux économies absorbent des dommages qu'aucun des deux camps ne peut facilement réparer. Et ce qui vient ensuite change l'ensemble du tableau. La pièce manquante du casse-tête, c'est que Trump ne négocie pas seulement avec le Canada, Trump négocie avec le Canada dans le contexte mondial de sa guerre commerciale plus large, des tarifs sur la Chine, des tarifs sur le Mexique, des tarifs sur l'Union européenne, sur le Japon, sur le Vietnam, sur l'Inde. Le Canada est un front dans une campagne à plusieurs fronts. Et la Cour suprême des États-Unis examine actuellement si l'usage par le président de l'International Emergency Economic Powers Act, la base juridique d'une grande partie de ce régime tarifaire, et même constitutionnel, cette décision, lorsqu'elle tombera, pourrait réécrire toute la négociation du jour au lendemain. Les deux camps le savent, les deux camps se positionnent en fonction de cela. Quand chaque pays devient un front, la politique commerciale commence à ressembler moins à une négociation qu'à une tournée mondiale de complications auto-infligées. Cela change tout. Parce que pendant que les manchettes se concentraient sur les allers-retours quotidiens entre Trump et Carney, l'argent réel se déplaçait ailleurs. Le commerce bilatéral de biens et de services entre l'Union européenne et le Canada a atteint environ 130 milliards d'euros en 2025, en hausse de 80% depuis l'entrée en vigueur provisoire de l'accord économique et commercial global. En 2016,
les exportations canadiennes vers les marchés non américains depuis le début de l'année ont augmenté de 3% en 2025, les plus fortes hausses venant du Royaume-Uni, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Chine et de Singapour. L'accord avec la Chine signé en janvier a, à lui seul, rouvert le marché du canola, qui avait été effectivement fermé par des tarifs de représailles chinois de 84%. Ce tarif est maintenant réduit à environ 15% pour nos agriculteurs de la Saskatchewan et de l'Alberta. Ce n'est pas une victoire de communiqué de presse, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui se remettent en mouvement. L'accord avec la Chine est réellement controversé à l'intérieur même du Canada. Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, s'y est montré ouvertement hostile, le qualifiant de risque pour la sécurité nationale et mettant en garde contre les véhicules chinois sur les routes canadiennes. L'industrie automobile n'est pas ravie non plus. Il existe de vraies questions sur l'exposition au travail forcé dans certaines chaînes d'approvisionnement chinoises de véhicules électriques. 49 000 véhicules électriques chinois par année représentent environ 3% du marché canadien, un faible volume, mais un symbole important, et il existe un argument légitime selon lequel ouvrir la porte, même légèrement, entraîne des conséquences à long terme difficiles à inverser. Rien de cela ne doit être écarté, c'est un vrai débat. Et il mérite de l'être, mais pour comprendre ce qui se passe ici, il est utile de regarder ce que d'autres pays ont fait dans des situations similaires. Lorsque le Mexique a subi une pression tarifaire répétée de la première administration Trump en 2018 et 2019, il n'a pas répliqué de manière symétrique, il a plutôt accéléré la diversification commerciale, approfondit son intégration avec l'Union européenne grâce à l'accord modernisé entre l'Union européenne et le Mexique, élargit ses relations dans l'Asie-Pacifique et, sur une période de 5 ans, réduit de manière significative son exposition à un seul marché. L'Australie a fait quelque chose de très similaire après que la Chine a imposé des tarifs punitifs sur ses exportations de vin, d'orge et de charbon en 2020. La réponse australienne n'a pas été une guerre tarifaire, ce fut un pivot sur plusieurs années vers l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Union européenne. La leçon, dans les deux cas, est la même. La diversification fonctionne, mais seulement si l'on commence avant que la pression atteigne son sommet, et seulement si l'on dispose de la stabilité politique nécessaire pour absorber la douleur économique à court terme, pendant que les nouveaux circuits s'ouvrent. Le Canada suit aujourd'hui quelque chose de très proche de ce modèle, mais avec des outils financiers plus profonds, dont un fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars, et maintenant une nouvelle bouée de sauvetage d'1 milliard de dollars déployée ce mois-ci pour les secteurs de l'acier et de l'aluminium les plus durement touchés par les tarifs de la section 232. Et c'est ici que la situation devient frappante. La Banque du Canada prévoit que, même dans un scénario de renégociation relativement défavorable de la SEUM, le taux tarifaire effectif pour le Canada se stabilisera probablement dans les chiffres simples, non pas parce que les États-Unis adoucissent leur position, mais parce que les exportateurs canadiens contournent de plus en plus les frictions. C'est une posture fondamentalement différente de celle du Canada il y a seulement 18 mois. Il faut aussi être honnête sur ce que voit le camp américain, parce que le tableau n'est pas à sens unique. Du point de vue de Washington, la relation est asymétrique depuis des années. Les États-Unis affichent d'importants déficits commerciaux avec le Canada dans certaines catégories énergétiques. La migration manufacturière transfrontalière a vidé une partie de l'Ohio et du Michigan. Et l'équipe de Trump croit sincèrement que l'ASEUM, dans sa forme actuelle, est, comme l'a dit Lutnick, un mauvais accord qui doit être reconsidéré et réimaginé. Que l'on soit d'accord ou non avec ce cadrage, la réalité politique est que la Maison-Blanche fonctionne avec l'hypothèse que l'ancien accord est mort. Et cette hypothèse dicte maintenant chaque geste du côté américain de la table,
dans le marketing à la Trump. Qualifier un accord de mauvais fait souvent le travail d'expliquer pourquoi ce qui est pratique quand les détails commencent à produire des intérêts. L'histoire, donc, ne porte pas vraiment sur la publicité Reagan, l'accord avec la Chine ou la rencontre avec Obama. Ce sont des irritants de surface. La vraie histoire, c'est que deux théories complètement différentes du commerce s'entrechoquent. Aucun des deux camps ne peut reculer sans réécrire sa propre identité politique. Le dénouement vers lequel toute cette histoire nous mène revient aux chiffres du début, les 75 à 80% des exportations canadiennes qui vont aux États-Unis. Tout ce qui a été exposé jusqu'ici, les frais d'entrée, les commentaires de Lutnick, la publicité Reagan, l'accord avec la Chine, la rencontre avec Obama à Toronto, les tarifs de la section 232, la révision imminente de la CEUM. Chaque pièce de ce casse-tête remonte à ce seul fait structurel. La raison pour laquelle Trump peut continuer d'escalader est la même que celle pour laquelle Carney ne peut pas risquer une confrontation frontale. Nous sommes trop dépendants économiquement pour que l'un ou l'autre camp gagne proprement. La seule voie possible pour les deux pays est donc de changer les chiffres de fond. C'est tout. Voilà tout l'enjeu. C'est la partie embarrassante du numéro d'homme fort. Il fonctionne mieux quand l'autre camp ne peut pas se permettre de claquer la porte. C'est ici que tout commence à faire sens. La stratégie de Carney est, encore une fois, ce n'est pas une approbation, mais une description de ce que ces gestes donnent ensemble. Semble être une lente et délibérée reconfiguration de la géométrie économique du Canada, pas une confrontation, pas une guerre tarifaire. Une reconfiguration, la hausse de 8, 3% des exportations non américaines, le commerce européen lié à l'AECG qui approche les 130 milliards d'euros, l'accord avec la Chine qui a rouvert le marché du canola, la nomination de Janice Charette comme négociatrice commerciale en chef en février, avec une solide expérience de l'ère ASEUM, la bouée de sauvetage d'1 milliard de dollars pour l'acier et l'aluminium, le fonds de réponse stratégique de 5 milliards de dollars. Aucun de ces gestes, pris isolément, ne compterait beaucoup, mais cousus ensemble sur une année, ils commencent à ressembler à un seul projet cohérent. Réduire la dépendance, bâtir des alternatives. Tenir la ligne à la table de négociation pendant que le temps passe. C'est ici que l'expérience de Carney comme banquier central transparaît discrètement. Il a passé des années à la Banque du Canada, puis à la Banque d'Angleterre, à gérer le genre de chocs à long horizon qui ne font pas l'actualité quotidienne, mais qui redessinent des décennies. Quiconque l'a vu gérer la crise financière de 2008 depuis la Banque du Canada reconnaîtra la méthode « on ne combat pas chaque feu, on construit des coupe-feux pendant que la fumée monte encore ailleurs », que cette méthode fonctionne dans le commerce, qui est plus rapide, plus public et plus politiquement chargé que la Banque centrale, reste une vraie question ouverte. Mais la structure de la réponse est cohérente avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Pendant que Trump vend le drame de la flamme, Carney semble davantage occupé à éloigner le carburant de la boîte d'allumettes. L'autre côté doit tout de même être traité équitablement parce que c'est important. La critique venant de Washington et de certains conservateurs canadiens est que l'approche de diversification prend trop de temps, coûte trop cher et n'allège pas visiblement la pression sur les travailleurs les plus durement touchés en ce moment, les travailleurs de l'acier à Hamilton, les travailleurs de l'aluminium à Saguenay, les travailleurs de l'automobile à Windsor. Ce sont eux qui paient la facture d'une stratégie à long terme qui portera peu être ses fruits à temps pour sauver leurs emplois, ou peut être pas. C'est une vraie critique. Et c'est celle à laquelle Carney devra répondre d'ici la fin de la fenêtre de révision de la CEUM, qui s'ouvrira cet été, traduit en quelque chose de concret pour la vie quotidienne. Si la structure tarifaire actuelle se maintient et si la CEUM est renégociée selon les conditions préférées par les États-Unis,
Les modèles de la Banque du Canada suggèrent que le taux tarifaire effectif du Canada se stabiliserait quelque part entre 5 et 8%. Selon le secteur, cela semble peu jusqu'à ce qu'on se rappelle comment le secteur manufacturier se répercute dans tout: le prix d'une voiture neuve, le coût d'une rénovation résidentielle, le prix des électroménagers, le coût de construction d'une nouvelle ligne de transport collectif dans votre ville. Et puisque les ménages canadiens sont déjà sous pression avec le logement et l'épicerie, même une répercussion de 3 à 5% au